Bonjour jeunes gens et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une compétence du cours de français, d'un type de production, à savoir le récit d'expérience d'une rencontre avec une œuvre culturelle. Alors tous les mots sont importants. Œuvre culturelle. Même si généralement ce type de production est travaillé sur des œuvres narratives, donc un livre, une pièce de théâtre, un film, parfois une chanson, on peut fondamentalement produire un récit d'expérience d'une rencontre avec une œuvre culturelle à partir de n'importe quelle œuvre culturelle, et donc d'œuvres picturales, architecturales, d'œuvres chorégraphiées, etc., etc. Une œuvre culturelle, a priori, c'est n'importe quelle production humaine qui, euh, qui vise à communiquer des émotions, des valeurs, une vision du monde à d'autres êtres humains. Rencontre. Alors en fait, une œuvre culturelle, elle existe en elle-même, en soi, mais ce qui fait qu'une œuvre culturelle génère du vécu et des émotions, et des ressentis, et des pensées, etc., c'est lorsque un humain, lorsque un spectateur, lorsqu'un lecteur va la rencontrer et va en faire l'expérience, en fait. Et donc, dans le récit d'expérience culturelle, vous êtes le spectateur, le lecteur, et ce qui va faire que vous allez avoir des émotions, des ressentis, etc., c'est d'une part l'œuvre culturelle, mais c'est également vous avec votre identité, vos goûts, votre spécificité, votre vécu, etc. Ce qui fait que lorsqu'on raconte une expérience culturelle, on parle de l'œuvre culturelle, mais on parle aussi de soi-même et des spécificités personnelles de notre personne qui vont déterminer, qui vont influencer la façon dont nous avons rencontré, la façon dont nous avons vécu, ressenti, reçu cette œuvre culturelle. Et alors le mot récit, le récit d'expérience, c'est un mot qui implique le fait que le récit d'expérience culturelle est un type de production avant tout narratif. On raconte ce qu'on a vécu. On n'est pas là pour convaincre, en tout cas pas en premier lieu, on est là simplement pour faire état du fait qu'une rencontre a eu lieu et essayer d'en communiquer les tenants et les aboutissants à d'autres personnes. Alors, genre écrit et oral relevant du domaine scolaire ou social à dominance narrative, c'est ce qu'on vient de dire, il s'agit de raconter. Il répond à un contrat d'information où je mets à distance son expérience culturelle pour en communiquer les bénéfices ou les désagréments à un tu désireux de les connaître. Donc, j'ai vécu quelque chose, tu ne l'as pas vécu, tu as peut-être vécu autre chose en rencontrant la même œuvre culturelle, mais puisque nous sommes des individus différents, tu n'as pas vécu la même chose que moi. Et je désire te communiquer les bénéfices ou les désagréments. Important, le mot désagrément donc implique qu'un récit d'expérience culturelle n'est pas forcément une production dans laquelle on va être positif. On peut très très bien critiquer, détester. Et donc je communique à tu. L'appréciation argumentée des effets de la rencontre peut toucher les caractéristiques de l'œuvre, mais aussi des éléments plus contextuels, contexte de réception, support de diffusion, échange durant la rencontre. Donc en fait, fondamentalement, on peut parler de l'œuvre en elle-même, de ses thèmes, de ses personnages, des émotions qu'elle inspire, de la vision du monde, de la morale, etc. Mais on peut aussi parler de ce qu'il y a autour de l'œuvre. Un exemple, si je vois un film, je ne vais pas vivre le film de la même façon si je le vois au cinéma, si je le vois en classe, si je le vois chez moi. Si je le vois entouré par des amis, par de la famille, par des camarades de classe, etc. Et donc parler du contexte, de la situation dans laquelle on a rencontré cette expérience culturelle, c'est important. Ça peut jouer, ça peut apporter des éléments de compréhension pour que le récepteur, tu, comprenne mieux votre ressenti. Le récit d'expérience a une visée d'information, relatée, évaluée. Le je veut mettre à distance son expérience et la communiquer au tu. Le je est légitimé dans sa position par son savoir d'expérience. Le tu se trouve dans la position de désirer savoir parce qu'il n'a pas fait la même expérience culturelle que le je, voire ne l'a pas vécu. Je ne peux pas me tromper sur la façon dont j'ai vécu une œuvre, puisque je suis la seule personne au monde à pouvoir parler de mon propre ressenti. En revanche, je peux me tromper dans la façon de parler de mon récit d'expérience. C'est-à-dire que je suis le seul à savoir comment j'ai vécu une œuvre. L'enjeu, c'est d'arriver à le communiquer aux autres. C'est un acte de communication.
Même si l'appréciation est motivée par des arguments, le récit d'expérience culturelle ne vise pas prioritairement à convaincre le tu ou à le faire adhérer au point de vue du je. Il ne s'agit pas de dire, dans un récit d'expérience culturelle, il ne s'agit pas de présenter une réalité objective et de dire voici mon avis sur le film et j'ai raison. Il ne s'agit pas de convaincre tu que le film est bon ou mauvais, que le livre est bon ou mauvais, etc. Il s'agit simplement de faire état de ressentis et de préférences personnelles. Attention que votre professeur de français peut rajouter une dimension incitative à cette production, on peut dire fais état de ton ressenti sur cette œuvre culturelle et essaye de convaincre les autres, tes camarades de classe, etc., à aller lire ce livre, à aller voir ce film. Auquel cas, une dimension incitative se rajoute, mais elle n'est pas présente de base dans cette production. Le caractère personnel du genre implique le respect d'une certaine authenticité, une réflexivité du jeu, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses et l'objectif principal, ça va être d'essayer de regarder en moi, analyser mon propre ressenti pour pouvoir en parler. La réflexivité, c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi-même, essayer d'analyser la façon dont on a vécu, essayer de mettre des mots sur les émotions, ainsi qu'une recherche d'intelligibilité pour le tu qui n'a pas vécu la même expérience. Donc l'objectif principal, c'est d'arriver à se faire comprendre, partager ce qu'on a vécu. Ceci va de pair avec la bienveillance du tu qui ne se pose pas comme évaluateur des goûts du jeu. Votre professeur, lorsqu'il vous évaluera, ne vous évaluera pas si vous avez sur le fait de ressentir les bonnes émotions ou d'avoir les bonnes opinions sur une œuvre culturelle, mais sur l'intelligibilité, c'est-à-dire le fait d'arriver à correctement mettre en forme votre ressenti et à en faire un récit qui soit intelligible, qui soit complet, qui soit pertinent, qui soit cohérent, structuré, etc. C'est l'acte de communication qui est évalué et pas l'expérience en elle-même, c'est le récit qui est évalué. Alors, c'est ça, donc il n'y a pas lieu d'évaluer les goûts personnels, il y a lieu d'évaluer la qualité du récit, son adéquation à l'expérience et la pertinence de l'appréciation. Alors, dans termes, ici on a quelques éléments intéressants qui valent la peine d'être soulignés. En termes d'organisation, donc il va falloir présenter l'œuvre. Pour une œuvre courte comme un poème, une nouvelle, reproduction intégrale de l'œuvre, ou éléments de paratexte, c'est-à-dire le titre, l'année de production, le réalisateur ou l'auteur, etc. pour des œuvres plus longues, mais pour des œuvres courtes, vous pouvez tout à fait, enfin même vous devez a priori, reproduire l'œuvre, donc mettre le poème au début de votre production, reproduire le tableau au début de votre production, etc. si c'est des œuvres courtes dont vous parlez. Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler dans une œuvre culturelle? Quel genre d'arguments est-ce qu'on peut mettre en avant? Ici, il y a quelques exemples qui sont donnés. Des arguments fondés sur des valeurs esthétiques. Est-ce que je trouve que cette œuvre est belle? Est-ce que je trouve qu'elle est originale? Est-ce qu'elle est harmonieuse? Affective, donc quelles sont les émotions, les plaisirs que j'ai eus ou les déplaisirs, les émotions négatives, qu'est-ce que j'ai ressenti. Pragmatique, alors basé sur l'utile, le préférable et l'efficace, bah oui, parce qu'en fait on peut se dire, ok, je pense qu'il est important que cette œuvre culturelle existe dans la société. Voilà, je pense que c'est une œuvre utile, parce qu'elle joue un rôle d'information, de sensibilisation, parce qu'elle joue un rôle, parce qu'elle parle d'un sujet que les gens ont besoin de connaître, etc. Donc une œuvre peut être utile, peut être efficace, peut être préférable. Les critères pragmatiques, c'est aussi un peu les critères les critères techniques. À savoir, par exemple, est-ce que je trouve que cette œuvre est bien faite? Est-ce que je trouve que cette œuvre est efficace d'un point de vue de la compétence des gens qui l'ont créée? Critères moraux, est-ce que je trouve que cette œuvre est bonne? Est-ce que je trouve que les valeurs véhiculées par cette œuvre sont positives ou négatives, bonnes ou mauvaises? Est-ce que est-ce que la posture de cette œuvre par rapport aux normes sociales, etc. me convainc? Est-ce qu'elle est conforme ou transgressive? Est-ce qu'il s'agit d'une œuvre engagée, etc., etc. Et alors, épistémique, est-ce que je trouve que cette œuvre parle correctement du réel? Est-ce que je trouve que cette œuvre aborde les thématiques de façon pertinente, de façon vraie? Ou est-ce que je trouve qu'en fait cette œuvre présente une vision du monde qui est fourvoyée? Est-ce que je pense qu'en fait ce que l'auteur a essayé de communiquer à travers cette œuvre est faux, est mal pensé, etc. Ok. Alors, quelques critères qui sont liés, les critères classiques de lisibilité, de recevabilité linguistique et sociale. Quelques critères qui valent la peine d'être traités ici. Donc, proportion acceptable d'implicite, compréhension aisée pour qui n'a pas vécu l'expérience. Ben oui, votre récit d'expérience culturelle doit être
accessible pour quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été confronté à l'œuvre dont vous parlez. Il faut donc raconter l'œuvre. Alors la raconter, pas entièrement évidemment, mais la raconter suffisamment pour que les éléments de goût, les éléments de préférence et de ressenti que vous allez présenter soient compréhensibles par quelqu'un qui ne sait pas de quoi vous parlez. Alors, organisation des contenus, donc présentation de l'œuvre culturelle, reproduction intégrale ou éléments du paratexte, récit et appréciation de l'œuvre. Donc il y a une dimension narrative et il y a une dimension appréciative qui vont vraiment se mélanger de la rencontre avec l'œuvre et de son contexte, ça on a dit. Alors bon, forcément les éléments de structure normaux du cours de français, donc la segmentation en paragraphe, les connecteurs logiques, les anaphores. Ensuite, un élément important ici, c'est développement de l'argumentation, illustration des critères de jugement par des caractéristiques de l'œuvre, comparaison éventuelle avec d'autres expériences. Les caractéristiques de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher dans l'œuvre des éléments précis, des éléments qui ont lieu au thème, au personnage, au contexte, au décor, au style, au vocabulaire, à la langue employée, etc., etc. Donc des éléments qui font partie de l'œuvre ou du contexte et qui vont venir appuyer efficacement ce que vous racontez sur votre ressenti. Si jamais vous parlez de votre ressenti de façon abstraite et déconnectée à l'œuvre, on vous reprochera que en fait, vous ne faites pas le lien entre vous, votre ressenti, et l'œuvre en question. Je rajouterais qu'il faut prendre des éléments concrets dans l'œuvre, mais il faut aussi prendre des éléments, enfin en tout cas on peut prendre des éléments concrets en soi-même. Par exemple, si je veux parler du genre auquel une œuvre appartient, je parle d'un roman policier, et je veux dire que je n'ai pas aimé ce roman policier, parce que c'est un roman policier. En fait, ça ne veut rien dire, parce que le roman policier, ça c'est un fait qui n'est ni positif ni négatif. Ce qui fait que je n'apprécie pas un roman policier, c'est le fait que c'est un roman policier, et que moi-même personnellement, j'ai une aversion pour le roman policier. C'est la rencontre entre une caractéristique de l'œuvre, c'est un roman policier, et une préférence personnelle, je n'aime pas les romans policiers. Si une personne qui aime les romans policiers lit un roman policier, elle va aimer cette œuvre, ou en tout cas il va y avoir un élément positif dans son appréciation, qui est que la préférence personnelle, j'aime les romans policiers, va rencontrer la caractéristique de l'œuvre, c'est un roman policier, ce qui va créer une interaction positive. Donc la plupart du temps, les caractéristiques de l'œuvre ne sont ni positives ni négatives, elles existent, ce sont des faits, et ce qui va les transformer en émotions positives ou négatives, en appréciation positive ou négative, c'est l'interaction entre ces caractéristiques et nos préférences personnelles. Okay. Alors, je vous propose de réaliser un récit d'expérience culturelle. Pour les bénéfices de l'exemple, je vais réaliser un récit d'expérience culturelle sur un film d'un réalisateur qui s'appelle Wes Anderson et qui s'appelle, donc le film s'appelle Moonrise Kingdom. Et donc nous allons détailler ensemble les différents éléments à insérer dans ce récit d'expérience culturelle les différentes choses dont on peut parler lorsqu'on parle d'un film, et comme ça vous aurez un exemple concret de ce à quoi ressemble un récit d'expérience culturelle. Donc pour commencer mon récit d'expérience culturelle sur le film Moonrise Kingdom, étant donné qu'il s'agit d'une œuvre longue et que je ne peux pas la reproduire en intégralité dans mon récit d'expérience culturelle, je vais en présenter les caractéristiques principales pour permettre à ceux qui me lisent de l'identifier clairement. Donc, le film Moonrise Kingdom, dans cette production, dans ce récit d'expérience culturelle, je vais aborder le film Moonrise Kingdom, film du réalisateur Wes Anderson, du réalisateur américain Wes Anderson. Ce film est paru en 2012 et a été présenté au Festival de Cannes. Y figurent des acteurs comme Edward Norton ou
Qu'est-ce qu'on peut... Bruce Willis. Voilà. Il s'agit d'un film que j'ai découvert chez moi, dans le cadre privé. Ok, donc ça c'est la présentation de l'œuvre culturelle et du contexte dans lequel je l'ai rencontrée. Ensuite, j'ai listé une série d'aspects de l'œuvre qui sont pour moi pertinents, sur lesquels j'ai des choses à dire, et donc je vais mélanger avec la narration de la façon dont l'œuvre se déroule, donc du récit global de l'œuvre. Donc il faut effectivement arriver, c'est un peu la complexité du récit d'expérience culturelle, à mélanger la dimension narrative et la dimension appréciative. Okay. Donc, Moonrise Kingdom est le récit d'une fugue, effectuée par deux jeunes adolescents, Sam et Suzy. Donc ce sont les deux personnages principaux. Et dans ce film, pour moi, il est très important de détailler les personnages parce que c'est vraiment la personnalité et l'identité de Sam et Suzy qui portent l'histoire. Donc Sam est un jeune orphelin qui vit en famille d'accueil et souffre de lourds problèmes d'intégration sociale. Il est en stage, je pense qu'on peut dire, dans un camp scout, mais est là aussi très mal intégré dans l'équipe. Dans l'équipe, dans la meute, dans le... Oui, ok. Suzy est Suzy vit avec ses parents et ses frères, mais souffre de dépression et de problèmes de violence. Elle déteste ses parents et particulièrement sa mère, notamment en raison du fait que sa mère entretient une relation d'adultère avec un policier qui est joué par Bruce Willis. Ok, donc ça c'est vraiment la présentation très très générale des personnages. Alors on va rajouter un élément sur le cadre global de l'histoire. Donc cette histoire se déroule, il me semble que c'est en 1965, se déroule autour de l'année et sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre. Ok. Alors déjà, donc je présente ici, je ne fais que présenter des éléments de l'histoire. Il faut que je me positionne par rapport à ces éléments de l'histoire. Donc j'ai trouvé que les personnages de Sam et Suzy offraient un duo intéressant. Ils ont des parcours de vie très différents et traversent pourtant des difficultés similaires. Leur différence donc, pose parfois des problèmes de compréhension entre eux.
Par exemple, lorsque Suzy déclare qu'elle aurait préféré être orpheline, ou lorsque Suzy idéalise la condition d'orpheline, normale puisqu'elle déteste ses parents, ce qui profondément Sam qui ne rêve que d'appartenir à une famille. À l'inverse, Sam éclate de rire lorsque Suzy lui montre le livre J'irai un enfant à problème de ses parents, parce que j'ai un enfant à problème de ses parents, ce qui provoque une réaction violente, ou ce qui, à l'inverse, ça m'éclate de rire lorsque Suzy lui montre le livre Gérer un enfant à problème de ses parents. On peut arrêter cette phrase-là. Néanmoins, ces difficultés de compréhension entre eux sont effacées par le fait qu'ils connaissent tous les deux un statut de marginalité, qu'ils connaissent tous les deux un statut de marginalité, ce qui est résumé dans le film par Sam qui dit, pour s'excuser, je suis dans ton camp. I'm on your side. Je suis dans ton camp. J'ai donc trouvé que la construction de ces personnages qui partagent un vécu, qui partagent des angoisses similaires malgré des vécus radicalement différents, était très réussie et parlante. Ok, alors on peut un peu parler des personnages secondaires. Donc il y a d'ailleurs un effet de miroir entre non, on va peut-être d'abord continuer à raconter l'histoire. Donc Sam et Suzy, après une correspondance épistolaire, donc ils échangent des lettres, planifient ensemble une fugue qui va les amener à parcourir une piste migratoire indienne, ensemble. On planifie ensemble une fugue qui va les amener à parcourir une piste migratoire indienne. L'objectif de cette fugue est incertain. Sam semble penser qu'ils vont vivre à deux dans un mode de vie sauvage, écarté du monde réel, ou du monde, écarté de la société. Suzy, en revanche, semble mieux percevoir le caractère éphémère de cette échappée,
puisqu'elle transporte avec elle des ressources limitées comme la nourriture pour chaton, comme les boîtes de son chaton, comme la pâtée pour son chaton ou les piles pour son magnétophone. Ils établissent ensemble un campement, la pâtée, sur une plage. Ils établissent ensemble un campement sur une plage sur laquelle ils tombent amoureux, dansent et s'embrassent. Alors, cependant, le chef scout de Sam d'une part et les parents de Suzy d'autre part, lancent des recherches qui finissent par aboutir et mettre un terme à leur fugue. Okay. Alors là, on peut effectivement parler un peu de ces personnages. Au cœur de ces recherches se trouve le policier interprété, se trouve le personnage de Bruce Willis, le policier organisant la battue. Donc, il s'agit d'un personnage extrêmement triste qui entretient une relation amoureuse, qui entretient une liaison avec la mère mariée de Suzy, et qui vit seul. Ce personnage, le policier, découvre au fur et à mesure de l'enquête le parcours douloureux et la situation précaire de Sam, ce qui l'amène petit à petit à un dilemme moral. En effet, les parents adoptifs, la famille d'accueil de Sam n'ayant pas l'intention de le reprendre ou de l'accueillir à nouveau, il devient peu à peu clair que le sort réservé à Sam par les services sociaux n'est pas un sort enviable. Bruce Willis, donc le policier, se met donc à comprendre les raisons qui ont poussé Sam à fuir le monde
civilisé, et sa motivation quant au fait de retrouver Sam et Suzy diminue, puisqu'il se rend compte qu'il est en train de mettre fin à ce qui semble au seul espoir de cet enfant, seul espoir de cet enfant à connaître, seul espoir de connaître une vie heureuse. Ok. Ça c'est pour les personnages. Alors il y a d'autres personnages qu'on pourrait aborder. Ici je me suis concentré sur les personnages que j'ai trouvés particulièrement parlants. Du coup, une fois Sam et Suzy retrouvés, virgule, elle est renvoyée dans sa famille, qui l'accueille avec plus d'hostilité que jamais, et Sam est recueilli temporairement par les policiers jusqu'à l'intervention des services sociaux. Les services sociaux sont interprétés dans le film, sont représentés, sont symbolisés, sont personnifiés dans le film par le personnage. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle, cette actrice? Tilda Swinton, par un personnage par Tilda Swinton, qui n'a pas de nom. Ce G était particulièrement marqué par ce personnage qui agit de façon déshumanisée. Elle n'a même pas de nom, et déshumanisante. On la voit par exemple traiter à la chaîne les dossiers de tous les orphelins qu'elle gère, et ne pas comprendre les objections du policier quant au sort peu enviable que connaîtrait Sam si on le plaçait dans une institution pour orphelins. Ce personnage des services, c'est ce qu'on peut dire, elle n'a même pas de nom, elle et parle d'elle en s'appelant services sociaux. On va plutôt faire ça, éviter cette longue parenthèse. Est clairement une représentation de la violence sociale et systémique qui est exercée à l'encontre des
des orphelins et des personnes précaires en général, et le caractère inhumain du personnage, et j'ai trouvé le caractère inhumain du personnage. Très juste, car il permet au film de développer une critique et une dénonciation de ces violences. Ok, donc ça je pense qu'on a fait le tour pour les personnages, on a un petit peu abordé la question de la morale. Okay. On peut peut-être du coup passer à cette... essayer de faire un focus sur l'intrigue et sur les thèmes. Bon, l'intrigue on a déjà beaucoup abordé, sur les thèmes. Alors... comment est-ce qu'on va dire ça? Donc, l'escapade de Sam et Suzy m'est apparu, ou j'ai compris l'escapade de Sam et Suzy comme comme une allégorie de récit initiatique dans lequel deux jeunes gens, deux enfants, deux adolescents échappent à l'emprise parentale ou à l'emprise du monde adulte, découvrent notamment l'amour et cherchent à se créer une place et une identité dans le monde. Pour ces personnages, cette place n'est pas facile à trouver, puisqu'ils occupent tous les deux un statut de marginal et qu'ils peinent à s'extraire à des figures d'autorité, les parents abusifs de Suzy, le système, les services sociaux. Pour Sam, qui refuse de leur accorder de l'autonomie, de l'indépendance, qui refuse de leur accorder de leur émancipation. Le fait, j'ai apprécié le fait que le voyage personnel et le voyage émotionnel de Sam et Suzy se déroulent sur une piste migratoire indienne, ce qui crée un parallèle intéressant et montre que le voyage initiatique et les difficultés que ces personnages rencontrent font écho à celles rencontrées par d'autres humains des siècles avant eux. Le film touche donc du doigt des problématiques éternelles,
ou des problématiques fondamentales liées à la condition d'être humain. Ok. Alors, cependant, la fin du film est... Ah, on pourrait rajouter quelque chose là-dessus. De même, virgule, le récit de l'arche de Noé occupe une place importante dans le film, puisque Sam et Suzy se rencontrent à une pièce lors de la représentation d'une pièce de théâtre qui aborde ce mythe. Suzy joue dans la pièce et la scène finale se déroule sous une tempête, ou on peut même dire l'acte final, hein, parce que c'est plusieurs scènes en fait. L'acte final se déroule durant une tempête qui force les personnages à trouver abri, à trouver refuge dans une église où se joue à nouveau cette même pièce. Oui, il y a donc une mise en abîme d'une part entre la tempête du film et la tempête représentée dans la pièce de théâtre, mais également entre le destin de Sam et Suzy qui traversent une tempête métaphorique, traverse une tempête métaphorique et qui recherche, qui cherche à trouver un monde ou une situation, une vie nouvelle. Ok, ça c'est un peu plus pour l'analyse de thème. À la fin du film, Suzy a réintégré sa famille et Sam est recueilli par le policier Bruce Willis. Les personnages ont donc renoncé en grande partie à leur rêve d'escapade et de vie à deux, mais ont tout de même conservé des éléments de leur utopie personnelle. Ils continuent de se voir et la dernière scène du film, ils continuent de se voir régulièrement, montre Sam en train de peindre un souvenir de la fameuse plage sur laquelle ils avaient campé ensemble, qu'ils ont baptisé Moonrise Kingdom et qui constitue le de leur relation et de leur nouvelle vie.
Je pense donc que le film, en traitant la thématique du voyage, du parcours initiatique, du voyage initiatique d'un enfant vers la vie adulte, exprime l'idée que les rêves et les aspirations sont largement inatteignables et que la confrontation avec la société et le monde réel force l'enfant à y renoncer, mais que certains aspects précieux de ces rêves et aspirations peuvent et doivent être protégés, certains aspects protégés, car ils constitueront le cœur de l'identité de l'adulte que ces enfants deviendront. Ok. Alors, ça c'est vraiment pour ce que je comprends de l'intrigue et de ces thèmes. Alors oui, la composition et les couleurs. Donc, ce film, bien que réaliste dans ses événements, aucun élément surnaturel n'est présenté, est filmé et construit d'une façon à sembler irréel, féerique. Wes Anderson joue sur des couleurs saturées pour créer une image qui semble sortie d'un tableau ou d'un rêve. J'ai donc personnellement eu l'impression de regarder une histoire qui relevait plus du conte, que du récit réaliste. Et j'ai beaucoup apprécié cette image et ces couleurs qui sont plus vraies que vraies. Il y a un côté en fait surréaliste. Il y a un aspect surréaliste. Le réel nous apparaît sous un jour plus pur et plus vif que celui que nous percevons au quotidien. À cela s'ajoute l'esthétique de symétrie de Wes Anderson, qui est d'une part que je trouve d'une part plaisante et esthétique, que je trouve d'une part belle et esthétique, mais qui est, d'après moi, également porteuse de sens. Wes Anderson travaille beaucoup la composition d'images et ses plans ont presque toujours une structure très équilibrée, très équilibrée. Cela traduit pour moi le caractère
universel du film. Les personnages sont présentés comme des entités mythiques, on pourrait dire, qui dépassent le statut de leur propre individualité pour représenter la condition humaine. Il y a d'ailleurs des éléments de symétrie dans la structure, dans le montage du film lui-même. Ainsi, la première scène durant laquelle on découvre la famille de Suzy est placée en miroir de la dernière scène du film qui lui est presque identique. De même, virgule, le fait que l'histoire de Sam et Suzy commence par leur rencontre durant la pièce de théâtre de Noé et que le climax du film se déroule également durant une représentation de cette pièce, donne une dimension prophétique au récit, puisque la finalité de l'histoire était présente dès son commencement. Les jeux de structure comme ceci, sont des éléments que j'apprécie dans un récit, puisqu'ils permettent aux spectateurs de considérer l'œuvre d'un point de vue macro et de percevoir et de réfléchir au sens donné à l'œuvre dans sa structure globale, dans sa dimension globale. Ok, on est déjà sur une production assez longue. On peut peut-être parler de quoi d'autre? Oui, j'avais dit le contexte et l'ambiance, effectivement. Donc j'ai fait la structure narrative, on a parlé un peu de ça, on a parlé de ça, beaucoup de ça. On peut peut-être effectivement faire un truc sur le contexte et l'ambiance du film. Oui, ok. Le choix d'une île c'est-à-dire d'un huis clos comme cadre pour l'histoire ne m'a pas semblé anodin. En effet, l'île est à la fois une prison pour Sam et Suzy. Suzy vit pratiquement Solem. La famille de Suzy vit en réclusion, vit en autarcie, et cela symbolise pour moi la solitude de Suzy et explique son intérêt, explique sa correspondance avec Sam. Cette île permet également au film de créer une micro-société qui a son fonctionnement simplifié, qui a un fonctionnement simplifié, mais
est à l'image de la société dans un cadre plus global, mais est à l'image de la société on peut s'arrêter là. Enfin, ce cadre sauvage et reclus permet au film d'avoir une ambiance à la fois paisible, mystérieuse et apaisante. Ouais, paisible, apaisante, c'est la même chose. Paisible et mystérieuse. Et en même temps de proposer par moment des dangers liés à la tempête, dont l'importance, dont la magnitude est proportionnelle au caractère. La magnitude est proportionnelle au caractère fragile de la vie sur cette petite île. Ok, donc là vraiment on a raconté l'histoire, on a présenté le cadre de base, on a abordé différents éléments sur lesquels je me suis positionné pour essayer d'expliquer la façon dont ces différents éléments créaient pour moi du sens, répondaient à des préférences personnelles, etc. Il ne me reste qu'à conclure, ça essayer de résumer ce que j'ai dit. Donc en conclusion, j'ai beaucoup apprécié le film Moonrise Kingdom et les thématiques qu'il porte. Le fait de suivre des enfants marginaux et blessés sur un récit initiatique et de les voir découvrir l'amour et construire leur identité d'adulte m'a beaucoup touché. J'ai apprécié, j'ai déjà dit apprécié, l'esthétique du film l'esthétique, j'ai été emporté, si on va dire ça, j'ai été emporté par l'esthétique du film qui crée un univers à la fois féerique et réaliste et qui donne un caractère magique aux détails aux événements les plus anodins, on peut dire. Les plus anodins. J'ai également trouvé que le film, de par son discours sur l'enfance, sur le parcours des enfants, par son discours sur le parcours des enfants à problème et sur avait une dimension engagée que j'ai trouvée pertinente. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai enfin été séduit par le travail d'architecture et de structure du film que je trouve personnellement très bien construit et qui m'a permis de me
plonger dans le récit symbolique qu'il proposait. Voilà, alors ça n'est pas une production parfaite, hein, loin de là, mais je pense que ça donne une idée de ce à quoi peut ressembler un récit d'expérience culturelle. Alors ici par ailleurs c'est assez long quand même, hein, 1800 mots, c'est plus que ce que la plupart des professeurs demanderaient, donc vous n'êtes pas forcé de produire autant de choses, mais je pense qu'on a proposé ici quelque chose qui à la fois montre l'alternance entre la narration et l'appréciation, le fait d'essayer de proposer différents aspects de l'œuvre sur lesquels on a des choses à dire, et en même temps de raconter simplement l'expérience culturelle qu'on a eue, ce qu'on en a pensé, les différentes compréhensions, perceptions, émotions qu'on a eues à travers la rencontre de cette expérience culturelle. J'espère que cet exemple vous aura été profitable, j'espère que vos récits d'expérience culturelle seront intéressants, et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon travail.